le sexe biologique n'est pas ce que vous croyez. Bonjour tout le monde, en avez-vous marre de lire et d'entendre des énormités à propos du sexe et du genre de la part de gens confis de certitude et déterminés à imposer à tout le monde leur conception des choses? Oui, tant mieux, moi aussi. La meilleure solution dans ce cas, je pense, est de se renseigner sur le vrai sens des concepts utilisés et notamment sur les domaines d'applicabilité et les limites de l'applicabilité de ces définitions. C'est ce que fait avec brio le texte que je vais vous lire maintenant, publié sur le site ion.co le 21 septembre 2020 et que j'ai traduit grâce au site DeepL, comme ça vous savez tout. Son titre original est Sex is Real, le sexe est réel. Son auteur est Paul Griffiths, il est professeur de philosophie à l'université de Sydney. Ses ouvrages comprennent Genetics and Philosophy, coécrit avec Carola Stoltz, Sex and Death, An Introduction to Philosophy of Biology, coécrit avec Kim Sterelny. Je place immédiatement un bémol pour signaler que son travail est soutenu par la John Templeton Foundation, qui est un lobby militant pour le concordisme entre sciences et religion. En général, ça n'est pas bon signe. Toutefois, je n'ai pas trouvé de traces de l'influence, de ce genre d'influence dans le texte, mais je le signale par transparence. Voici le texte donc de M. Paul Griffiths. Les biologistes s'accordent à dire que de nombreuses espèces ont deux sexes biologiques distincts. Ils se distinguent par la façon dont ils empaquettent leur ADN dans les gamètes, les cellules sexuelles qui fusionnent pour former un nouvel organisme. Les mâles produisent de petits gamètes et les femelles de grands gamètes. Les gamètes mâles et femelles sont très différents en termes de structure et de taille. C'est ce que l'on observe dans le sperme et les ovules humains. Et c'est également le cas chez les vers, les mouches, les poissons, les mollusques, les arbres, les graminées, etc. Les deux sexes se manifestent toutefois de manière différente selon les espèces. Le ver nématode, Coelurabditis elegans, un organisme couramment utilisé en laboratoire, a deux formes. Non pas mâle et femelle, mais mâle et hermaphrodite. Les individus hermaphrodites sont des mâles à l'état larvaire, lorsqu'ils fabriquent et stockent le sperme. Plus tard, ils deviennent femelles, perdant la capacité de produire des spermatozoïdes, mais acquérant la capacité de produire des ovules, qu'ils peuvent féconder avec les spermatozoïdes stockés. Cette définition biologique du sexe a été reprise dans les débats sur le statut des personnes transgenres dans la société. Certains philosophes et théoriciens du genre définissent une femme comme étant un être humain biologiquement féminin. D'autres ne sont pas du tout d'accord. Ce texte s'adresse notamment à ceux qui rejettent l'idée même qu'il existe deux sexes biologiques. Selon eux, il existe plutôt plusieurs sexes biologiques, ou un continuum de sexes biologiques. Il n'est pas nécessaire de rejeter la façon dont les biologistes définissent les sexes pour défendre l'idée que les femmes transgenres sont les femmes. Si l'on considère la diversité de la vie, le sexe prend des formes plus étranges que tout ce qu'on a pu imaginer pour les humains. La définition biologique du sexe prend tout cela à bras-le-corps. Elle le fait en dépit du fait qu'il n'y a pas plus de deux sexes biologiques dans toutes les espèces dont vous avez entendu parler. Pour beaucoup de gens, cela peut sembler avoir des implications conservatrices ou aller à l'encontre de la diversité que nous observons chez les êtres humains. Je vais expliquer clairement pourquoi ce n'est pas le cas. On appelle cela la définition biologique du sexe, car c'est celle que les biologistes utilisent lorsqu'ils étudient le sexe, c'est-à-dire le processus par lequel les organismes utilisent leur ADN pour créer une descendance. De nombreux philosophes et théoriciens du genre s'insurgeront contre le fait que la création d'une progéniture soit au cœur de notre définition du sexe ou de la distinction entre les différents sexes. Ils ont certainement raison de dire que le sexe, en tant que phénomène social, est beaucoup plus riche que cela. Mais l'utilisation de l'ADN pour engendrer une descendance est un sujet central en biologie. Et comprendre et expliquer la diversité des systèmes de reproduction est une tâche scientifique importante. Les théoriciens du genre s'inquiètent à juste titre de la manière dont la biologie du sexe sera appliquée à l'humain. Ce qu'ils ne comprennent peut-être pas, c'est pourquoi les biologistes utilisent cette définition pour classer les formes de reproduction étonnantes observées chez les patelles, les vers, les poissons, les lézards, les campagnols et autres organismes. Et ils ne comprennent peut-être pas les difficultés qui surgissent si l'on essaie d'utiliser une autre définition. Beaucoup de gens pensent que s'il n'y a que deux sexes, cela signifie que tout le monde doit appartenir à l'un ou à l'autre.
Mais la définition biologique du sexe n'implique pas du tout cela. Outre les hermaphrodites simultanés, qui sont à la fois mâles et femelles, les hermaphrodites séquentiels sont d'abord d'un sexe, puis de l'autre. Il existe également des organismes individuels qui ne sont ni mâles ni femelles. La définition biologique du sexe ne repose pas sur une qualité essentielle que chaque organisme possède à la naissance, mais sur deux stratégies distinctes que les organismes utilisent pour propager leurs gènes. Ils ne naissent pas avec la capacité d'utiliser ces stratégies, ils l'acquièrent en grandissant, un processus qui produit des variations infinies entre les individus. La biologie du sexe tente de classer et d'expliquer ces nombreux systèmes de combinaison de l'ADN pour créer de nouveaux organismes. Cela peut se faire sans assigner chaque individu à un sexe, et nous verrons qu'essayer de le faire conduit rapidement à poser des questions qui n'ont pas de sens en biologie. Si la définition biologique du sexe est nécessaire pour comprendre la diversité de la vie, cela ne signifie pas qu'il s'agit de la meilleure définition pour garantir une compétition sportive équitable ou un accès adéquat aux soins de santé. Il ne faut pas s'attendre à ce que les codes sportifs, les systèmes médicaux et le droit de la famille adoptent une définition simplement parce que les biologistes la jugent utile. Inversement, la plupart des définitions institutionnelles du sexe s'effondrent immédiatement en biologie parce que d'autres espèces contredisent les hypothèses humaines sur le sexe. Les National Institutes of Health, aux États-Unis, utilisent une définition chromosomique du sexe, XY pour les hommes, XX pour les femmes. De nombreux reptiles, tels que les terrifiants crocodiles de mer du nord de l'Australie, n'ont pas de chromosomes sexuels. Mais un mâle n'a aucun mal à savoir si le crocodile qui a pénétré sur son territoire est un mâle. Même parmi les mammifères, on connaît au moins 5 espèces qui n'ont pas de chromosomes sexuels mâles, mais qui se développent très très bien en mâle. Les théoriciens du genre ont largement critiqué la définition chromosomique des sexes humains. Mais quelle que soit l'efficacité de cette définition pour les humains, c'est un échec cuisant si l'on considère le sexe dans toute la diversité du vivant. Il en va de même du sexe phénotypique, l'idée familière selon laquelle le sexe est défini par les caractéristiques physiques typiques, le phénotype, des mâles et des femelles. Il est évident que cette approche produira des définitions complètement différentes du mâle et de la femelle pour les humains, pour les vers, pour les arbres, etc. Incuber des œufs à l'intérieur de son corps, par exemple, est une caractéristique féminine chez l'homme, mais masculine chez l'hippocampe. Cela ne signifie pas que les institutions humaines ne peuvent pas utiliser la définition phénotypique, mais elle n'est pas utile pour étudier les schémas communs dans la génétique et l'évolution des humaines, des hippocampes femelles et des vers femelles. La compréhension des liens complexes entre les chromosomes et les phénotypes et le sexe biologique permettra de comprendre pourquoi la définition biologique du sexe ne devrait pas être le champ de bataille des philosophes et des théoriciens du genre qui ne s'entendent pas sur la définition de la femme. Il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas définir la femme de cette manière, mais ce n'est pas parce que la définition elle-même est mauvaise sur le plan biologique. Pourquoi les sexes ont-ils évolué ? La définition que les biologistes donnent au sexe est une étape vers la réponse à cette question. Toutes les espèces n'ont pas de sexe biologique, et la biologie cherche à expliquer pourquoi certaines en ont et d'autres pas. Le fait qu'aucune espèce n'ait évolué vers plus de 2 sexes biologiques est généralement une énigme. Il serait assez simple de créer une espèce qui en aurait 3, mais aucune n'a évolué naturellement dans cette direction. De nombreuses espèces se reproduisent de manière asexuée, chaque individu utilisant son propre ADN pour créer une descendance. D'autres espèces, dont la nôtre, combinent l'ADN de plusieurs organismes. Il s'agit de la reproduction sexuée, où 2 cellules sexuelles, les gamètes, fusionnent pour donner naissance à un nouvel individu. Chez certaines espèces, ces 2 gamètes sont identiques. De nombreuses espèces de levures, par exemple, produisent de nouveaux individus à partir de 2 gamètes similaires. Elles se reproduisent sexuellement, mais elles n'ont pas de sexe. Ou, si vous préférez, elles n'ont qu'un seul sexe. En revanche, chez les espèces qui produisent 2 types de gamètes différents, et où un gamète de chaque type est nécessaire pour créer un nouvel organisme, il y a 2 sexes. Chaque sexe produit l'un des 2 types de gamètes.
Chez les organismes pluricellulaires complexes, tels que les plantes et les animaux, ces deux types de gamètes sont très différents. L'un est une cellule complexe, de grande taille, que l'on appelle généralement un œuf ou un ovule. Il est semblable aux œufs produits par les espèces asexuées qui peuvent se développer en un nouvel organisme par leurs propres moyens. De nombreuses espèces d'insectes et certains lézards, serpents et requins peuvent se reproduire en utilisant uniquement un ovule. L'autre type de gamète est une cellule beaucoup plus petite qui contient très peu de choses, si ce n'est un peu d'ADN et une certaine machinerie pour acheminer cet ADN vers le gamète plus grand. Nous connaissons ces deux types de gamètes grâce aux ovules et aux spermatozoïdes humains. Il n'y a pas de raison évidente pour que les organismes pluricellulaires complexes aient besoin de deux types de gamètes, ni pour que ces deux types soient si différents en termes de taille et de structure. Il est parfaitement possible de fabriquer trois types de gamètes différents, voire plus, ou des gamètes qui varient continuellement, tout comme la taille des personnes varie continuellement. Les biologistes cherchent donc à savoir pourquoi ces formes de reproduction sexuelle ne sont pas observées chez les organismes complexes tels que les animaux et les plantes. Lorsqu'une espèce produit deux types de gamètes différents, les biologistes parlent d'anisogamie, ce qui signifie gamètes non égaux. Certaines espèces anisogames ont des sexes séparés, comme les humains, et chaque individu ne peut produire qu'un seul type de gamètes. D'autres espèces anisogames sont hermaphrodites, c'est-à-dire que chaque individu produit les deux types de gamètes. Parce qu'elles produisent deux types de gamètes, ces espèces hermaphrodites ont toujours deux sexes biologiques. Elles les combinent simplement dans un seul organisme. Lorsqu'un biologiste vous dit que les vers de terre sont hermaphrodites, il veut dire qu'une partie du ver produit des spermatozoïdes et l'autre des ovules. Certains organismes unicellulaires et pluricellulaires, très simples, ont développé ce qu'on appelle des types sexuels. Il s'agit de gamètes identiques en taille et en structure, mais dont le génome contient des marqueurs génétiques qui déterminent avec quels autres gamètes ils peuvent se combiner. En règle générale, les gamètes ayant le même marqueur génétique ne peuvent pas se recombiner entre eux. Certaines espèces possèdent plusieurs centaines de ces types sexuels, et les journaux font souvent état de recherches sur ce phénomène sous des titres tels que « Les scientifiques découvrent des espèces avec des centaines de sexes ». Mais formellement, les biologistes parlent de types sexuels et réservent le terme « sexe » aux gamètes dont la taille et la structure sont indifférents. Pourquoi faire la distinction entre ces deux phénomènes ? L'une des raisons est que l'évolution de l'anisogamie, des gamètes qui diffèrent en taille et en structure, explique l'évolution ultérieure des chromosomes sexuels, des caractéristiques physiques associées au sexe et de bien d'autres choses encore. Mais l'existence de types sexuels n'a pas ces effets dramatiques sur l'évolution. Une autre raison de maintenir la distinction est que l'on pense que l'anisogamie et les types sexuels ont évolué selon des processus évolutifs distincts. Selon une théorie, l'anisogamie est apparue lorsque les marqueurs génomiques du type sexuel ont été liés d'une manière ou d'une autre aux gènes qui contrôlent la taille des gamètes, ou ont muté de sorte à affecter la taille des gamètes. Ces différences de taille des gamètes auraient alors donné le coup d'envoi à l'évolution des sexes. L'évolution du sexe semble fortement associée à la pluricellularité, de sorte que l'endroit évident où l'on peut rechercher un passage des types sexuels au sexe est dans les organismes qui se trouvent à la limite de la pluricellularité, tels que les algues, qui sont parfois unicellulaires, tandis que d'autres forment des colonies de cellules. Et de fait, il existe des espèces d'algues dont les gamètes sont légèrement anisogames, ce qui brouille la distinction entre les types sexuels et les sexes. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur l'évolution du sexe et sur la manière dont il a pu évoluer différemment d'une espèce à l'autre. Mais le fait est que les sexes et les types sexuels sont des phénomènes très différents, avec des causes et des conséquences différentes. Le fait que le sexe ait évolué chez certaines espèces et pas chez d'autres nous apprend quelque chose d'important sur la façon dont les biologistes conçoivent le sexe. De nombreuses cultures considèrent la différence entre mâle et femelle comme quelque chose de fondamental et qualifient d'autres phénomènes naturels tels que le soleil et la lune de mâle ou de femelle. Mais pour les biologistes, la séparation entre mâle et femelle n'est pas plus fondamentale ou universelle que la photosynthèse ou le fait d'avoir le sang chaud. Certaines espèces ont acquis ces caractères, d'autres non. S'ils se sont maintenus, c'est uniquement en raison des avantages locaux qu'ils ont procurés dans le cadre de la concurrence évolutionnaire.
Pourquoi certaines espèces ont-elles évolué vers deux sexes distincts ? Pour répondre à cette question, nous devons oublier les créatures dotées d'organes sexuels et de comportements d'accouplement complexes. Ces choses ont évolué plus tard. Pensez plutôt à un organisme qui libère ses gamètes dans la mer, comme le corail, ou dans l'air, comme les spores des champignons. Considérons ensuite qu'un gamète doit atteindre deux objectifs pour pouvoir se reproduire sexuellement. Le premier est de trouver et de se recombiner avec un autre gamète. Le second est de produire un individu disposant de suffisamment de ressources pour survivre. Une idée largement acceptée est donc que l'évolution des sexes reflète un compromis entre ces deux objectifs. Aucun organisme ne disposant de ressources infinies, les organismes peuvent soit produire de nombreux gamètes de petite taille, ce qui augmente la chance que certains d'entre eux trouvent un partenaire, soit produire moins de gamètes mais de plus grande taille, ce qui augmente la chance que l'individu qui en résulte dispose de ce dont il a besoin pour survivre et se développer. Dans les années 1970, cette idée a été utilisée pour modéliser la façon dont les espèces anisogames ont pu évoluer à partir d'espèces ne possédant qu'un seul type de gamètes. Lorsque les mutations introduisent des différences dans la taille des gamètes, deux stratégies gagnantes émergent. L'une consiste à produire un grand nombre de petites gamètes, trop petits pour créer une descendance viable à moins qu'ils ne se recombinent avec un gamète plus grand et bien fourni. L'autre stratégie gagnante consiste à produire un petit nombre de gamètes de grande taille et bien pourvus en ressources, capables de générer une descendance viable, quelle que soit la taille du recombinant avec lequel ils finissent par fusionner. Les approches intermédiaires, telles que la production d'un nombre modéré de gamètes modérément bien pourvus, ne donnent pas de bons résultats. Les organismes qui tentent de suivre la voie du milieu se retrouvent avec des gamètes moins susceptibles de trouver un partenaire que les gamètes plus petits et plus susceptibles d'avoir des ressources insuffisantes que les gamètes plus grands. Lorsque les deux stratégies complémentaires réussies ont évolué, de nouvelles pressions évolutionnaires rendent les gamètes encore plus distincts les uns des autres. Par exemple, il peut être avantageux pour les petits gamètes de devenir plus mobiles et pour les plus grands, immobiles, d'envoyer des signaux aux gamètes mobiles. Une fois que l'anisogamie a évolué, elle façonne de nombreux autres aspects de la biologie de la reproduction. La plupart des espèces de patelles, les coquillages que vous voyez sur les rochers à la plage, sont des hermaphrodites séquentiels. Lorsqu'elles sont jeunes et petites, elles sont mâles, et lorsqu'elles sont matures et grandes, elles deviennent femelles. On pense que c'est parce que les petites patelles n'ont pas les ressources suffisantes pour produire des gamètes femelles de grande taille, mais qu'elles sont capables de produire des gamètes mâles plus petits. Chez d'autres espèces, les mâles qui réussissent peuvent arrêter leur croissance et rester petits et mâles toute leur vie. L'hermaphrodisme séquentiel se produit également dans le sens inverse. Les plongeurs en apnée australiens aiment repérer les grands mâles bleus du mérou bleu de l'Est, mais il est rare d'en voir plus d'un. La plupart des mérous sont des femelles brunes plus petites. Ils naissent tous femelles et deviennent sexuellement matures après quelques années lorsqu'ils mesurent 20 ou 30 cm de long. À environ 50 cm, ils changent de sexe et acquièrent d'autres caractéristiques masculines, comme le fait d'être bleus. Contrairement à la patelle, le principal problème auquel est confronté un mâle mérou est le contrôle d'un territoire sur le récif. Devenir mâle quand on est petit est donc une stratégie perdante. La biologie vise à comprendre l'extraordinaire diversité des modes de reproduction des organismes, ainsi qu'à identifier des modèles communs et à en expliquer les raisons. En général, les organismes deviennent sexuellement matures lorsqu'ils atteignent une taille optimale pour la reproduction. Cette taille optimale est souvent différente pour les deux sexes, parce que les deux sexes représentent des stratégies de reproduction divergentes. La patelle et le mérou en sont deux exemples parmi d'autres. Dans la construction de ces explications, le sexe biologique est défini comme la production d'un type de gamètes anisogames viables. Si nous définissons le sexe d'une autre manière, il serait difficile de voir les schémas communs à la diversité de la vie et de les expliquer. Ce qu'on appelle les chromosomes sexuels, tels que les paires de chromosomes X, X et XY que l'on trouve chez l'homme, sont souvent présentés comme un élément fondamental du sexe. C'est en partie l'inadéquation de cette définition qui alimente le scepticisme quant à l'existence de deux sexes biologiques distincts. Ouvrez les guillemets. La génétique moléculaire
nécessitera probablement le passage d'un sexe binaire à un sexe quantique, avec une douzaine de gènes ou plus, conférant chacun un faible pourcentage de probabilité de sexe masculin ou féminin, qui dépend par ailleurs des interactions micro- et macro-environnementales, fermez les guillemets, écrit Vernon Rosario, spécialiste des questions de genre. Mais tout biologiste sait déjà que la détermination du sexe ne se limite pas aux chromosomes et aux gènes, et que les chromosomes sexuels mâles et femelles ne sont ni nécessaires ni suffisants pour faire des organismes des mâles et des femelles. Plusieurs espèces de mammifères, tous des rongeurs, ont complètement perdu le chromosome Y mâle, entre guillemets. Mais ces rats et ces campagnols produisent tous des mâles parfaitement normaux et fertiles. D'autres groupes d'espèces, comme les crocodiles et de nombreux poissons, n'ont ni chromosome sexuel ni aucun autre gène déterminant le sexe. Ils ont pourtant deux sexes biologiques distincts. Le crocodile de mer australien, que nous avons déjà rencontré, pond des œufs qui ont de fortes chances de se transformer en mâles gigantesques et très territoriaux s'ils sont incubés à une température comprise entre 30 et 33 degrés Celsius. À d'autres températures, des œufs génétiquement identiques se transforment en femelles beaucoup plus petites. En réalité, les chromosomes ne sont pas appelés mâles ou femelles parce que ces fragments d'ADN définissent le sexe biologique. C'est l'inverse. Chez certaines espèces qui se reproduisent en utilisant deux sexes distincts, ces sexes sont associés à des fragments d'ADN différents. Mais chez d'autres espèces, cette association est soit absente, soit peu fiable. Les institutions médicales utilisent une définition chromosomique du sexe parce qu'elles estiment, à tort ou à raison, qu'il s'agit d'un moyen fiable de catégoriser les êtres humains. Mais l'humain n'est vraiment pas le meilleur point de départ pour comprendre le sexe dans la diversité de la vie. Voilà pour les gènes. Mais peut-être le sexe pourrait-il être défini par les caractéristiques physiques que les organismes développent et qui s'additionnent pour constituer le sexe d'un organisme. Un organisme présentant plus de caractéristiques femelles que mâles serait plus femelle que mâle et vice-versa. C'est une façon raisonnable de concevoir le sexe et cette idée de sexe phénotypique est largement utilisée. Mais si nous appliquons la définition biologique du sexe, certains des individus se situent au milieu de la gamme des caractéristiques associées à un sexe et dès lors, ils sont de véritables membres de ce sexe biologique. D'autres ne sont pas clairement membres de l'un ou l'autre sexe biologique. Rien dans la définition biologique du sexe n'exige que chaque organisme soit membre de l'un ou l'autre sexe. Ça peut paraître surprenant, mais ça découle naturellement de la définition de chaque sexe par la capacité à faire une chose, une seule chose, fabriquer des ovules ou des spermatozoïdes. Certains organismes peuvent faire les deux, tandis que d'autres ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Prenons l'exemple des espèces à changement de sexe décrites tout à l'heure. Quel est leur sexe lorsqu'elles sont à mi-chemin du changement ? Quel est leur sexe si quelque chose tourne mal ? Peut-être à cause de produits chimiques imitant les hormones et provenant de déchets plastiques en décomposition. Dès lors que l'on considère le développement du sexe comme un processus qui peut être perturbé, il est inévitable qu'il y ait de nombreux organismes individuels qui n'appartiennent pas clairement à l'un ou l'autre sexe. Mais cela ne signifie pas qu'il y a plusieurs sexes biologiques ou que le sexe biologique est un continuum. Il n'y a que deux façons distinctes dont les organismes apportent du matériel génétique à leur progéniture. En outre, les caractéristiques physiques d'un organisme ne peuvent être qualifiées de mâle ou de femelle que s'il existe déjà une définition du sexe. Qu'y a-t-il de si masculin dans le fait qu'un mérou soit bleu plutôt que brun ? De nombreux organismes mâles sont bruns. Qu'y a-t-il de si féminin dans le fait de couver des œufs dans son ventre ? Après tout, chez de nombreuses espèces de poissons-pipes et d'hippocampes, le mâle couve les œufs dans sa poche incubatrice. Qu'est-ce qui fait que cette partie du ver de terre hermaphrodite est mâle et l'autre femelle ? Les spécialistes des études de genre ont remarqué ce décalage logique, et certains ont affirmé que les sexes devaient donc être définis en termes de genre. Mais d'un point de vue biologique, ce qui rend une caractéristique physique observable, mâle ou femelle, n'est pas son association avec le genre, mais son association avec quelque chose de plus tangible, la production de l'un ou l'autre des deux types de gamètes. Cela explique pourquoi l'existence d'individus présentant les combinaisons de caractéristiques masculines et féminines ne montre pas que le sexe biologique est un continuum.
Ces organismes présentent une combinaison de caractéristiques associées à un sexe biologique et de caractéristiques associées à l'autre sexe biologique. Ils n'ont pas une partie de la capacité à produire de petits gamètes combinés à une partie de la capacité à produire de grands gamètes. Leur sexe phénotypique peut être intermédiaire, mais leur sexe biologique ne l'est pas. Le fait d'être pleinement mâle et pleinement femelle sur le plan biologique, hermaphrodite, peut constituer une stratégie évolutive efficace. Et nous avons déjà rencontré plusieurs espèces hermaphrodites. Mais produire les deux types de gamètes de manière incomplète serait une impasse évolutionnaire. Comme les caractéristiques phénotypiques, les chromosomes sexuels peuvent être associés de manière plus ou moins fiable au sexe biologique. Le 5 a 3 lignes, ça s'écrit S-C-I-N-Q-E, ça se prononce 5, et la 3 lignes, ça va être rigolo. Un lézard australien possède des chromosomes sexuels et, dans certaines circonstances, les 5 XY deviennent des mâles et les 5 XX des femelles, comme chez les humains. Mais dans les nids froids, tous les 5 deviennent des mâles, quel que soit leur chromosome. Par devenir mâles, les biologistes entendent qu'ils grandissent pour produire de petits gamètes, des spermatozoïdes. Cet effet de la température sur le sexe n'est pas surprenant car de nombreuses espèces de reptiles produisent une progéniture génétiquement identique dont le sexe est déterminé par la température d'incubation. Ce qui est plus surprenant, c'est que la variation de la taille du jaune d'œuf dans cette espèce de 5 peut produire les deux sexes avec les mauvais chromosomes sexuels, entre guillemets. XX pour les mâles et XY pour les femelles. Le 5 semble disposer de 3 mécanismes pour déterminer le sexe, les chromosomes, la température et les hormones présentes dans le jaune d'œuf. Il ne s'agit pas d'une simple bizarrerie de la nature. Le 5 est l'une des nombreuses espèces qui contrôlent activement le sexe de leur progéniture en réagissant aux indices environnementaux qui prédisent si les descendants mâles ou femelles ont de meilleures chances de survivre et de se reproduire. Si toutes les espèces étaient comme le 5, nous ne qualifierions sans doute pas les chromosomes sexuels de mâles ou de femelles. Après tout, nous ne considérons pas les températures extrêmes des nids comme femelles et les températures intermédiaires comme mâles, simplement parce qu'elles produisent des crocodiles mâles et femelles ou des geckos mâles et femelles. Nous considérons les chromosomes sexuels comme mâles ou femelles parce que nous nous concentrons sur les espèces où ils sont associés de manière fiable à la production de gamètes mâles ou femelles. Les chromosomes sexuels jouent le même rôle dans la détermination du sexe que les températures des nids et les hormones. Il s'agit simplement de mécanismes utilisés par les organismes pour activer et désactiver des gènes chez les descendants afin qu'ils développent un sexe biologique. Aucun animal n'est conçu avec la capacité de produire des spermatozoïdes ou des ovules, ou les deux. Cette capacité doit se développer par une cascade d'interactions entre les gènes et l'environnement. Chez certaines espèces, lorsqu'un individu acquiert un sexe, il le conserve pour le reste de sa vie. Chez d'autres, les individus peuvent changer de sexe une ou plusieurs fois. Mais dans tous les cas, les mécanismes sous-jacents sont conçus pour faire croître les organismes qui produisent des gamètes mâles ou femelles ou les deux. Les autres changements que subit le corps lorsqu'il devient mâle, femelle ou hermaphrodite sont conçus pour s'adapter aux stratégies de reproduction que cette espèce a développées. Ces mécanismes par lesquels les organismes développent ou changent de sexe biologique sont complexes et de nombreux facteurs peuvent interférer avec eux. Ils produisent donc une grande diversité phénotypique. Parfois, les organismes grandissent en étant capables de produire des gamètes fertiles, mais en étant atypiques pour leur sexe biologique. Parfois, ils grandissent en étant incapables de produire des gamètes fertiles, quel que soit leur sexe. Il s'agit généralement d'un accident, mais parfois d'un choix délibéré. Choix entre guillemets, bien sûr. Chez les abeilles, les œufs qui ne sont pas fécondés se transforment en mâles, de sorte que les abeilles mâles ont moitié moins de chromosomes que les abeilles femelles. Pendant ce temps, tous les œufs fécondés commencent à se transformer en femelles, mais la plupart d'entre eux n'achèvent jamais leur développement sexuel. La reine envoie des signaux chimiques qui bloquent le développement des ovaires de l'abeille ouvrière à un stade précoce. Les abeilles ouvrières sont donc des femelles au sens large, c'est-à-dire qu'elles se développeraient en femelles fertiles si elles n'en étaient pas activement empêchées. Occasionnellement, les abeilles ouvrières parviennent à échapper à ces contrôles et à pondre leurs propres œufs. Elles ne sont pas appréciées des apiculteurs qui évitent
ces souches mutantes. La diversité des résultats du développement sexuel individuel ne signifie pas qu'il existe une multiplicité de sexes biologiques ou que le sexe biologique est un continuum. Quels que soient les mérites de ces points de vue concernant le sexe chromosomique ou le sexe phénotypique, ils ne s'appliquent pas au sexe biologique. Une bonne façon de comprendre cela est d'imaginer une espèce qui a réellement 3 sexes biologiques. Les biotechnologies ont proposé de guérir les maladies mitochondriales en retirant le noyau d'un ovule contenant de l'ADN mitochondrial sain et en insérant un nouveau noyau contenant l'ADN nucléaire d'un ovule malade et l'ADN nucléaire d'un spermatozoïde. L'enfant qui en résulterait aurait 3 parents génétiques. Imaginez maintenant qu'il existe une espèce entière comme celle-ci, où 3 types de gamètes différents se combinent pour donner naissance à un nouvel individu. Un spermatozoïde, un ovule et un 3e gamète mitochondrial. Cette espèce aurait 3 sexes biologiques. Un phénomène similaire a été observé chez les myxomycètes, des amibes qui peuvent, mais qui ne doivent pas nécessairement, obtenir leur mitochondrie d'un 3e parent. Le romancier Kurt Vonnegut a imaginé un système encore plus complexe dans Abattoir 5 ou La Croisade des enfants. Il y avait 5 sexes sur Tralfamadore, chacun d'eux accomplissant une étape nécessaire à la création d'un nouvel individu. Mais la première question que poserait un biologiste est la suivante. Pourquoi ces organismes n'ont-ils pas été remplacés par des mutants qui se passent de certains sexes ? Le fait d'avoir ne serait-ce que 2 sexes impose de nombreux coûts supplémentaires. Le plus évident étant de trouver un partenaire. Et ces coûts augmentent à mesure que le nombre de sexes nécessaires à la reproduction s'accroît. Les mutants ayant moins de sexes laisseraient plus de descendants et remplaceraient rapidement les tralfamadoriens existants. C'est sans doute ce qui explique la prédominance des systèmes à 2 sexes sur Terre. On peut aussi imaginer une espèce où le sexe biologique forme réellement un continuum. Rappelons que certaines algues ont des gamètes légèrement anisogames, beaucoup plus proches les uns des autres que les spermatozoïdes et les ovules. Nous pouvons imaginer un organisme plus complexe utilisant ce système, avec des gamètes légèrement plus petits et d'autres légèrement plus grands. Une reproduction réussie pourrait nécessiter 2 gamètes qui, ajoutés l'un à l'autre, sont suffisamment gros mais pas trop. Or, les plantes et les animaux qui se reproduisent sexuellement et qui existent réellement n'ont que 2 types de gamètes très différents. Le mâle et la femelle. Ils ne sont pas simplement différents en taille, ils sont fondamentalement différents en structure. C'est le résultat de la compétition entre les organismes pour laisser le plus grand nombre de descendants génétiques. Chez les organismes pluricellulaires complexes tels que les plantes et les animaux, nous ne connaissons que 3 stratégies de reproduction réussies. 2 sexes biologiques chez les individus différents, 2 sexes biologiques combinés chez les individus hermaphrodites et la reproduction asexuée. Certaines espèces utilisent l'une de ces stratégies, d'autres plusieurs. Les êtres humains ont trouvé de nombreuses façons de classer la diversité des résultats individuels du développement sexuel humain. Les personnes qui veulent appliquer la définition biologique du sexe aux humains devraient reconnaître qu'elle est mal adaptée pour faire ce que de nombreuses institutions humaines souhaitent, à savoir classer chaque individu dans une catégorie ou une autre. Quel est le sexe des abeilles ouvrières ? Ce sont des ouvrières stériles, dont le génome a été conçu par la sélection naturelle pour mettre fin au développement des ovaires, à la réception d'un signal de la reine. Elles partagent une grande partie de la biologie des abeilles femelles, fertiles, mais si quelqu'un veut savoir si les abeilles ouvrières sont vraiment des femelles, il pose une question à laquelle la biologie ne peut juste pas répondre. Le fait d'être une ouvrière stérile ne constitue pas non plus un 3e sexe biologique, à côté du mâle et de la femelle. C'est plus facile à voir chez les fourmis, où il existe plus qu'une caste stérile. Les ouvrières, les soldats, les reines et les fourmis volantes mâles ont chacun un corps et un comportement spécifiques. Mais il n'y a pas 4 sexes biologiques de fourmis. Les ouvrières et les soldats sont toutes des femelles dans un sens large, mais pas dans le sens où les reines sont des femelles. Il existe un impératif humain de donner un sexe à chaque chose, nous en avons parlé, mais la biologie ne le partage pas. Les organismes juvéniles et les femelles humaines ménopausées ne peuvent pas produire l'un ou l'autre type de gamètes. Les juvéniles sont assignés au sexe dans lequel ils ont commencé à grandir.
Mais là encore, c'est plus compliqué que nous pouvons le croire en nous concentrant uniquement sur l'humain. Chez presque tous les mammifères, la différenciation sexuelle est initiée par une région du chromosome Y, de sorte qu'un ovule de mammifère peut devenir mâle ou femelle. Chez les oiseaux, c'est l'inverse. L'ovule porte le chromosome W qui détermine le sexe, de sorte que les spermatozoïdes peuvent devenir mâles ou femelles. Après la fécondation, on peut donc dire qu'un mammifère ou un oiseau a un sexe dans le sens où il a commencé à développer la capacité de produire des gamètes mâles ou femelles. Dans le cas d'un crocodile ou d'une tortue, par contre, il faudrait attendre que la température du nid ait eu un effet déterminant sur le sexe. Mais ça ne signifie pas qu'il faille créer un troisième sexe biologique pour les œufs de crocodile. Plus important encore, rien ne garantit que ces organismes, y compris ceux dotés de chromosomes sexuels, continueront à se développer jusqu'à ce qu'ils puissent produire des gamètes mâles ou femelles. Un certain nombre de choses peuvent interférer. D'un point de vue biologique, il n'y a rien de mystérieux dans le fait que des organismes doivent évoluer vers un sexe biologique, qu'il leur faut un certain temps pour y parvenir, et que certains individus se développent de manière inhabituelle ou idiosyncrasique. Ce n'est un problème que si une définition du sexe doit classer chaque organisme individuel dans un sexe ou un autre. La biologie n'a pas besoin de faire cela. Dans les populations humaines, il y a beaucoup d'individus dont le sexe est difficile à déterminer. Les biologistes ne sont pas aveugles à cet égard. La définition du sexe biologique a pour but de classer le système reproducteur humain et tous les autres d'une manière qui nous aide à comprendre et à expliquer la diversité de la vie. Elle n'est pas conçue pour classer de manière exhaustive chaque être humain ou chaque être vivant. Essayer de le faire conduit rapidement à des questions qui n'ont pas de sens en biologie. Les sociétés humaines ne peuvent pas déléguer à la biologie le soin de définir le sexe en tant qu'institution sociale. La définition biologique du sexe n'a pas été conçue pour garantir des compétitions sportives équitables, pour régler les différends concernant l'accès aux soins de santé. Les théoriciens qui veulent utiliser la définition biologique du sexe à ces fins doivent démontrer qu'elle sera efficace aux Jeux Olympiques ou dans le cadre de l'assurance maladie. Le fait qu'elle soit nécessaire en biologie ne suffit pas. D'un autre côté, quelles que soient ces lacunes en tant que définition institutionnelle, le concept de sexe biologique reste essentiel pour comprendre la diversité de la vie. Il ne faut pas l'écarter ou le déformer à cause de discussions sur son utilisation en droit, en sport ou en médecine. Ce serait une erreur tragique. Fin du texte de Paul Griffiths, traduit par mes soins, le point de vue d'un philosophe qui pose très utilement la question de la limite des définitions que l'on veut utiliser. Le sexe biologique utilisé par les biologistes en biologie est très utile, mais on ne peut pas l'exporter à tous les champs du savoir, à tous les champs de la connaissance ou de la vie, sans courir des risques. Donc attention à ce que vous exigez des concepts que vous utilisez pour classer les gens. Attention à la tendance idéologique qui consiste à vouloir absolument mettre les gens dans des cases, des catégories, et à dire que ces catégories sont scientifiques. Et attention à la tentation idéologique de nier l'intérêt des catégories biologiques dans le cadre des recherches en biologie pour comprendre le phénomène de la vie sur Terre. Cette nuance me semble très importante. J'espère qu'elle vous apparaîtra plus clairement grâce à ce vlog. Partagez-le autour de vous si vous semble important. Merci d'ores et déjà à ceux qui soutiennent le travail sur cette chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt. Éventuellement des bisous. Et la reproduction asexuée. Allô, vous voulez de tapas? Oui. J'enregistre, je t'écoute. Les organismes peuvent donc